Bonsoir. La réforme territoriale qui arrive ce soir au Sénat, l'inauguration ce matin d'une mosquée à Argenteuil, les primes pour les préfets, autant de raisons d'inviter le ministre de l'Intérieur, Otto Corrange-Le Figaro. Bonsoir Brice Hortefeux. Bonsoir Guillaume Tabar. Alors avant de parler de tous ces sujets qui vous concernent, l'affaire Bettencourt qui devient de plus en plus l'affaire Woerth. Ce matin sur France Inter, Christophe Cambadélis réclamait carrément la démission de l'ensemble du gouvernement. On l'écoute. Ce gouvernement a été discrédité par les résultats électoraux lors des élections régionales, par la politique économique qu'il a menée, qui conduit à une impasse et des difficultés que l'on connaît. Et puis la multiplication des affaires. Moi je crois que il y a une affaire Woerth. Moi je crois qu'il faut changer de gouvernement. Ça me paraît évident. Monsieur Woerth n'est que l'expression paroxysmique de ce qu'est ce gouvernement. Alors changer tout le gouvernement, on en est là ? Oui, un côté incontestablement un peu excessif de la part de Jean-Christophe Cambadélis. La réalité, elle est très simple, à vrai dire, chacun l'a compris. Aujourd'hui, Éric Woerth fait l'objet d'une véritable chasse à l'homme. Et c'est une chasse à l'homme qui est à la fois injuste et dangereuse. Éric Woerth, je le connais bien, je le connais depuis longtemps. C'est un homme intègre, c'est un homme compétent, c'est un homme déterminé. Et quoi qu'il dise ou qu'il s'efforce de dire, je suis sûr qu'au fond de lui-même, c'est un homme qui souffre. Alors, plusieurs élus soulignent la double casquette d'Éric Woerth, qui a été ministre du Budget et qui est toujours trésorier de l'UMP. Et cette fois-ci, c'est Alain Juppé lui-même, l'ancien Premier ministre, qui n'est quand même pas un opposant à l'actuel gouvernement, qui dit que cette double casquette n'était pas très saine. Oui, Éric Woerth était précisément trésorier de l'UMP à l'époque d'Alain Juppé. Mais il n'était pas ministre du Budget. Et donc, c'est une fonction qu'il n'a pas découverte en devenant ministre du Budget. C'est une fonction militante qu'il exerçait avant de rentrer au gouvernement, responsabilité qui lui avait été confiée précisément par Alain Juppé et confirmée par Nicolas Sarkozy, qui souhaitait rassembler sa famille politique le plus largement possible lorsque Nicolas Sarkozy est devenu le président de l'UMP. Aujourd'hui, je ne vois pas là où il y a des conflits d'intérêts. Mais pour faire retomber la pression, ce ne serait pas un geste qui pourrait être utile de quitter le poste de trésorier de l'UMP? En tout cas, à titre personnel, moi je suis vice-président de l'UMP, je ne la trouve pas particulièrement utile, je ne la trouve pas non plus d'ailleurs particulièrement symbolique. C'est une réflexion en tout état de cause qui appartient à Éric Woerth et au secrétaire général de l'UMP. Alors ce soir, vous serez au Sénat pour défendre le projet de la réforme territoriale. On ne sait plus très bien où on en est parce que le texte initial du gouvernement ne prévoyait pas de définir le mode de scrutin des conseillers territoriaux. Lors de la discussion à l'Assemblée, cette précision avait été introduite, un scrutin uninominal majoritaire. La commission des lois du Sénat a retiré cette disposition et là, le gouvernement vient décider de la remettre. Écoutez, très honnêtement, c'est pas la réforme qui est compliquée, c'est votre présentation, qui effectivement ne contribue pas à la clarté. Qu'est-ce que c'est ne contribue pas à la clarté. Donc, quelle est la réalité? La réalité est très simple, c'est que la réforme territoriale porte une grande ambition. Une grande ambition. Elle porte l'ambition à la fois de simplifier et de rendre plus efficace. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord, notre système est à bout de souffle. Personne ne comprend rien, qui fait quoi, comment. Alors, puisque vous simplifiez, quel est l'échelon qui est supprimé dans la réforme? Attendez, je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez, il faut poser des questions simples, c'est pas des réflexions théoriques. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, il n'y a pas un Français qui peut comprendre, lorsqu'il accompagne un de ses enfants à l'école, que dans le même bâtiment, il y a une partie, le collège, qui est gérée par le conseil général, toujours dans le même bâtiment, l'autre partie qui est gérée par le conseil régional. Je vous donne un exemple de la simplification. Demain, il y aura un élu, le conseiller territorial, qui sera compétent à la fois pour le collège et pour le lycée. C'est un exemple très simple, très concret de la simplification et je pourrais multiplier les démonstrations. Donc on a l'objectif de simplifier, on a l'objectif d'alléger, on a l'objectif de rendre plus efficace et ça passe par un élément majeur, c'est l'élection du conseiller territorial. Je rappelle d'ailleurs que nous allons diminuer de près de 40% le nombre des élus départementaux et régionaux. C'est aussi une démarche très symbolique. Nous n'avons pas besoin des 6000 élus départementaux et régionaux aujourd'hui. Chacun comprend et les élus eux-mêmes d'ailleurs le comprennent, que 40% en moins, c'est une avancée, c'est un progrès. Je vais reformuler ma question de manière plus claire. Oui, pour qu'un texte soit indispensable, Monsieur Tabar. Pour qu'un texte soit adopté, il faut qu'il soit voté par une majorité à l'Assemblée puis au Sénat. Aujourd'hui, l'UMP ne veut pas entendre parler d'une dose de proportionnelle pour élire le conseiller territoriaux. Et aujourd'hui, au Sénat, il y a des sénateurs, comme le sénateur centriste par exemple, qui disent si on n'a pas une dose de proportionnelle, on ne votera pas. Et au Sénat, l'UMP à elle seule n'est pas majoritaire. Comment ferez-vous pour faire voter ce texte? Précisément, d'abord, que chacun vote selon ses convictions. Le principe de base.
Deuxième élément, le gouvernement est attentif à ce qui se dit, à ce qui s'exprime, et il est attentif aux réflexions des sénateurs. Vous avez des sénateurs à l'UMP qui sont pour le scrutin majoritaire. Vous avez des sénateurs qui, au groupe RDSE, qui est un groupe charnière, et qui sont aussi favorables au scrutin majoritaire, comme c'est le cas, par exemple, de Jean-Pierre Chevènement. Vous avez chez les groupes de l'Union centriste des sénateurs qui sont plus mitigés, mais qui ont aussi des demandes, qui sont des demandes concernant la parité, des demandes concernant l'interdiction de cumul des mandats. Donc, j'ai passé beaucoup de temps. J'ai passé beaucoup de temps, aujourd'hui même d'ailleurs, à contacter et consulter les uns et les autres pour examiner comment ensemble nous pouvons faire aboutir cette réforme, qui est une réforme majeure, utile, indispensable à notre pays. Et donc, moi, je fais confiance. Oui. Je fais confiance très simplement au sens de l'intérêt général des sénateurs. Et à vrai dire, pour citer l'un d'entre eux que j'ai eu au téléphone aussi ce matin, que parmi tous ceux que j'ai eus ou j'ai vus pour les consulter, c'est Jean-Pierre Chevènement qui m'a dit que par conviction et par attitude personnelle, il votait toujours précisément selon ses convictions et non pas en fonction de choix tactiques. Donc voilà, une voix gagnée, mais ça ne suffit pas encore à faire une majorité. Je n'en sais rien, mais je dis voilà, et je suis convaincu que les sénateurs auront ce sens de l'intérêt général et de l'intérêt collectif au moment où ils s'exprimeront. Donc en tout cas, la discussion débute ce soir, je serai attentif aux intervenants et aux différents groupes qui s'exprimeront, et je souhaite que cette réforme puisse aboutir, parce qu'encore une fois, c'est une réforme majeure pour l'organisation administrative de notre pays. Ce n'est pas une réforme secondaire, c'est une réforme essentielle. Bon, donc les demandes, on les connaît. Les sénateurs centristes, le groupe Union centriste, réclament de la proportionnelle. Allez-vous leur accorder ou non une dose de proportionnelle? Oui, je vous êtes à juste titre très attentif, aussi par tradition, aux souhaits des élus centristes. Et donc, c'est pas un reproche, mais c'est un constat, Monsieur Tabar. En réalité, très exactement, les sénateurs centristes ont formulé 5 ou 6 demandes. Et il y a dans ces demandes des demandes qui me paraissent tout à fait intéressantes et que l'on doit encourager. Je vous en ai cité 2. Une amélioration des sanctions si la parité n'est pas respectée, et je suis favorable à cet effort de parité. Et ensuite, par exemple, un renforcement des conditions de cumul, ou plus exactement de limite de cumul des mandats, avec notamment les interactions avec les responsables d'intercommunalité, par exemple. C'est une initiative du sénateur Moret. Eh bien, là aussi, j'y suis favorable. Donc, il y a, encore une fois, une volonté d'écoute et de part et d'autre. Moi, je respecte les convictions de chacun, mais je souhaite faire avancer de manière à ce que ce texte puisse être adopté. Donc, les points d'écoute que vous signez montrent, à contrario, que le gouvernement ne bougera pas sur le principe d'un scrutin majoritaire pour élire les conseillers territoriaux. Non, ça sera le scrutin majoritaire, parce que c'est celui qui recueille l'assentiment le plus large aujourd'hui. Il y a un point qui peut paraître technique, mais qui est important, c'est qui aura le dernier mot sur ce texte? Est-ce le Sénat dans la mesure où ça concerne les collectivités locales, ou l'Assemblée qui pourra reprendre ce que le Sénat aura voté si jamais le texte voté par le Sénat ne lui convient pas? Mais précisément, moi je souhaite que personne ne perde la face en quelque sorte et que chacun soit bien dans son rôle. C'est vrai que dans nos institutions, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, mais que le Sénat, et on reconnaît au Sénat à juste titre un rôle important concernant les collectivités territoriales. Donc je fais confiance à la majorité sénatoriale au sens large, pas simplement les élus UMP, mais tous ceux qui se reconnaissent sur ces propositions, sur ces valeurs, pour adopter ce texte. Ça serait un signal positif. Et le président du groupe UMP au Sénat, Gérard Longuet, qui est de vos amis, disait « Le problème de ce texte est qu'il n'est porté par personne ». Alors c'est vrai que, autant certaines réformes, la réforme de l'université, on sait que ça va Valérie Pécresse, etc. Cette réforme-là, on a du mal à savoir qui l'a portée. Eh bien justement, là aussi, Monsieur Tabar, vous devriez vivre dans l'actualité, ce qui est quand même votre métier. Et donc, si vous interrogez Gérard Longuet, je pense qu'il ne vous dirait pas exactement la même chose aujourd'hui. Ah, donc il a changé d'avis. Mais alors, il n'a pas changé d'avis, il a pris acte que ce texte était porté par une équipe. Et je suis. Mais votre entrée en jeu personnelle est assez tardive sur ce texte. On a souvent entendu Alain Marleix. Alain Marleix, c'est le secrétaire d'État aux collectivités territoriales. Il y a aussi d'ailleurs Michel Mercier, le ministre de l'Aménagement du territoire et l'espace rural. Et les collectivités locales sont nombreuses dans l'espace rural. C'est un travail collectif, c'est un travail d'équipe. Mais c'est vrai que je m'y investis pleinement, totalement, et avec beaucoup d'enthousiasme et de passion. Donc le ministre de l'Intérieur, vous êtes également ministre des Cultes. Ce matin, François Fillon a inauguré une mosquée à Argenteuil. Petit point de détail, vous n'étiez pas présent? Non, précisément, je n'étais pas présent. Je ne devais pas intervenir. Je devais accompagner le Premier ministre. Mais il a été décidé hier soir que, comme la réforme territoriale commençait aujourd'hui, qu'il fallait que je m'y consacre. Mais j'avais eu l'occasion d'être présent à la grande mosquée de Clermont la semaine dernière, de rencontrer le recteur Boubaker ainsi que le recteur Kabdan, qui est le grand recteur de la grande mosquée de Lyon. Et même 48 heures auparavant,
de recevoir le bureau du Conseil français du culte musulman afin de prendre une initiative qui est une initiative juste, c'est de créer un observatoire de tous les actes qui peuvent porter atteinte à la communauté musulmane. Ça existe à l'égard de la communauté juive, il fallait donc rétablir cet équilibre. Alors cette question de la mosquée, il y a beaucoup de réactions souvent vives de nos internautes. Il y en a un qui vous demande, mais pourquoi le gouvernement accepte-t-il la construction de mosquées? N'entendez-vous pas le ras-le-bol des Français? Un autre qui vous demande si, à force de renier les valeurs de votre électorat, vous ne craignez pas qu'ils partent vers le Front National? Écoutez, moi je dis les choses très simples. D'abord, nous sommes dans une république laïque. Et une république laïque doit permettre à chacun d'exercer son culte le plus librement. Premier élément. Deuxième élément, je veille aussi à ce que les lois et les valeurs de notre République soient pleinement respectées. C'est ce que j'ai fait, notamment en dénonçant publiquement la situation d'un monsieur nantais, monsieur Lies Ebadj, qui est soupçonné, encore une fois soupçonné, puisque la justice ne s'est pas encore prononcée, mais elle progresse, qui est soupçonné d'un certain nombre de fautes graves, allant de la polygamie aux fraudes aux prestations sociales. Et je comprends effectivement le sentiment d'un certain nombre de nos concitoyens qui se lèvent tôt, qui travaillent durement, qui ont du mal à joindre les deux bouts, et qui sont stupéfaits d'apprendre que sous des faits présumés, encore une fois, présumés, de polygamie, cela entraîne des fraudes aux prestations sociales. Donc pour vous des ne céderez pas sommes sur ce point-là. Donc il est clair que je ne céderai pas, et je le dis là aussi très simplement, il existe des dérives dans notre société, et je les bloquerai. Brice Hortefeux, merci et rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Talk Orange Le Figaro.